Bonsoir chers scientifiques et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous parler du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. Ici, nous vous parlerons particulièrement de la force de Lorentz. Pour comprendre donc cette science, nous suivrons ainsi le plan qui vient de passer. Alors, que ça soit au baccalauréat, si on nous demandait de faire une mise en évidence expérimentale de la force de Lorentz, il faut d'abord avoir ce qu'on appelle le dispositif expérimental. Dans le dispositif expérimental, nous aurons ici une bobine de Helmholtz. La bobine de Helmholtz, c'est quoi? C'est deux bobines plates qui ont le même axe. Ça veut dire deux bobines plates placées l'une à côté de l'autre. On dit bobine coaxiale. Ce sont des bobines, c'est ça qu'on appelle bobine de Helmholtz. Et qu'est-ce qui va se passer? Entre les deux bobines de Helmholtz, on va placer une ampoule. Et nous allons mettre dans cette ampoule-là une gaz sous faible pression. Et à l'intérieur donc de l'ampoule, avec ce gaz, nous allons injecter un faisceau d'électrons avec une vitesse initiale V0. C'est comme ça va se passer d'abord. Et donc, pourquoi la bobine de Helmholtz? La bobine de Helmholtz va créer un champ magnétique. Et regardez sur le schéma. On va voir le schéma. Nous avons une bobine plate, on a une deuxième bobine plate. Vous remarquez très bien la flèche, il y a le courant qui monte. Ok, le courant monte. Donc en appliquant la règle de la main droite, le pouce sera dirigé vers le nord, même le champ magnétique sera dirigé vers le nord. Donc les deux bobines plates qui ont le même axe delta ici, c'est ça qu'on appelle bobine de Helmholtz. Les deux bobines plates coaxiales constitue ce qu'on appelle la bobine de Helmholtz. Ici, ça c'est l'ampoule et à l'intérieur de l'ampoule, on a injecté les électrons avec une vitesse initiale sous différentes directions que nous allons expliquer après. Donc, nous allons faire une observation et remarquez très bien, cette bobine, ça c'est vue de face quand on voit les deux bobines. Maintenant, quand on dit vue de profil, ça veut dire on va prendre les deux bobines là, on tourne. L'autre sera devant et l'autre sera derrière. Donc, vous allez remarquer que ici, premièrement, le vecteur champ magnétique forme une ligne horizontale. Dès lors qu'on tourne l'autre bobine contre le tableau et l'autre, les deux vont se superposer. Ça va être comme ça. On va voir les faces comme ça. Ça se superpose. Et le champ magnétique qui était horizontal là, va être maintenant soit entrant dans le plan du tableau ou bien sortant. Nous allons voir ça devant aussi. Donc ça c'est vue de profil, ça c'est vue de face. Dans l'expérience approfondie, dans nos études, nous allons nous contenter de la bobine vue de profil et la bobine a pour seule importance de créer le champ magnétique. Vue de face, c'est comme ça, c'est représenté, n'oubliez pas. Maintenant, observez très bien, nous allons revenir sur le schéma. On va donc faire, dans l'observation, on va faire quoi? On va injecter les électrons avec une vitesse V0 qui est orthogonale au vecteur champ magnétique. On avait vu le vecteur champ magnétique était horizontal. Donc on va injecter une vitesse V0 qui est par exemple dirigée vers le haut. Les deux sont perpendiculaires. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Les électrons décrivent un mouvement circulaire. Ça va correspondre à la figure B. Cependant, si on prend cette même vitesse, on injecte les électrons avec une vitesse parallèle au champ magnétique, vous allez remarquer que le mouvement des électrons sera rectiligne et uniforme. Et dernière observation, si on injecte les électrons avec une vitesse qui fait un angle alpha par rapport à la direction du vecteur champ magnétique, on dit le faisceau d'électrons décrit un mouvement hélicoïdal. Donc, si vous avez compris, dans les étapes de la mise en évidence expérimentale, on a premièrement le dispositif expérimental, deuxièmement, on a l'observation. C'est ce que vous allez écrire dans l'observation. Maintenant, nous allons interpréter. Mais avant de passer à l'interprétation, nous allons montrer les schémas d'observation B, D et ici. Alors, regardez très bien. Alors, vous voyez ici, ça c'est vue de face. Ça c'est la figure A. On ne va pas beaucoup s'intéresser à ça, mais on va s'inspirer de ça pour expliquer la figure B, C et la figure D. Il faut comprendre que, premièrement, on a dit, si les électrons sont injectés avec une vitesse orthogonale au vecteur champ magnétique. Et regardez vue de face ici.
Ce que j'ai représenté, ce sont les lignes de champ. Les lignes de champ entrent ici, ça sort ici. Ça veut dire que le vecteur champ magnétique est dirigé de l'autre côté. Maintenant, regardez la première vitesse qui est là. Cette vitesse est dirigée vers le haut, alors que B est dirigée à gauche. Ce qui nous permet de dire que V0 est perpendiculaire à B. Et si tel est le cas, maintenant si on prend ça, on regarde de face, ça veut dire on tourne ça contre ici. La flèche de B là, la pointe de B va apparaître ici. Comme la pointe de B apparaît, on dit B est sortant, on met un point. Et V0 qui est dirigé en haut reste toujours en haut. Donc dans la figure B, nous avons remarqué que le faisceau d'électrons va décrire un mouvement circulaire si et seulement si V est perpendiculaire à B. Cependant, si ça fait un angle quelconque, ça va décrire comme ça. Comme ça. C'est ça qu'on appelle mouvement hélicoïdal. Donc, vous allez voir le mouvement hélicoïdal dans la figure ici. Cependant, si vous revenez ici, on a B qui est dirigé de la gauche vers, de la droite vers la gauche et V0 qui est dirigé de la droite aussi vers la gauche. V0 et B sont parallèles dans cette situation ici. Si tel est le cas, ça va correspondre à ça. Moi, j'ai inversé donc les bobines par là. B sera orienté de l'autre côté. Si V0 a même direction et que les deux sont parallèles, alors le mouvement des électrons deviendra rectiligne et uniforme. Ça, c'est d'abord l'observation. Après, on va interpréter. Dans l'interprétation, il faut donc comprendre que pourquoi les électrons ont dévié dans le champ magnétique créé par les deux bobines plates ou bien créé par la bobine de Helmholtz. Les électrons ont dévié dans le champ magnétique à cause de quoi? D'une force magnétique qui s'est exercée sur les électrons. C'est pourquoi on dit la déviation du faisceau d'électrons sous la vitesse V0 dans le champ magnétique est due à l'action d'une force magnétique qui dépend que de la vitesse V0, de la charge et du champ magnétique. Donc ça nous permet de dire que la force de Lorentz dépendra de la charge, de la vitesse et du champ magnétique. Ensuite, cette force-là n'a de valeur que si les électrons sont injectés avec une vitesse orthogonale ou bien faisant un angle alpha. On peut ajouter ça, ok? Faisant un angle alpha avec le vecteur champ magnétique. Ce qui veut dire la force de Lorentz n'a aucune valeur lorsque la vitesse est parallèle au vecteur champ magnétique. Ça, c'est l'interprétation. Donc, si vous savez faire ça, si vous savez interpréter, si vous savez faire le chemin, si vous savez observer, si vous savez faire le dispositif expérimental, alors vous avez fait la mise en évidence expérimentale. Après l'interprétation, nous allons être capables donc d'énoncer la loi de Lorentz. D'après donc l'expérience, nous comprendrons que pour qu'il y ait force de Lorentz, il faut injecter la particule dans un champ magnétique avec une vitesse V. Et si la particule possède une charge, si elle est chargée, alors la particule sera soumise à une force de Lorentz. Ensuite, l'expression mathématique, c'est comme ça, il faut écrire. C'est donc un produit vectoriel entre la force, le produit Q et V, et le vecteur champ magnétique. Quand on dit F égale à QV vectoriel B, quand on dit F égale à QV vectoriel B, ça veut dire que QV et B sont deux vecteurs. Mais les deux vecteurs là, ont un support perpendiculaire et vont former un plan. Quand ils forment un plan, le plan là est perpendiculaire à la direction de F. C'est ça l'expression vectorielle. Maintenant, on peut nous dire de définir la force de Lorentz. Il faut inverser la loi de Lorentz. En définissant la force de Lorentz, nous allons dire c'est la force exercée par une particule chargée en mouvement dans un champ magnétique. C'est la force exercée par une particule chargée en mouvement dans un champ magnétique. Il faut ajouter en mouvement. Si tu n'ajoutes pas en mouvement, la force de Lorentz n'aura aucune valeur. Parce qu'il faut que la particule chargée soit en mouvement et placée dans un champ magnétique. Ensuite, il faut être capable de donner les caractéristiques de la force de Lorentz. Dans les caractéristiques, il faut connaître le point d'application et ce sera sur la particule chargée en mouvement. Il faut parler de la direction. En fait, quand on prend la force de Lorentz F vecteur, si on prend le produit QV, le produit B, ça forme ici trois axes à support perpendiculaire. Trois vecteurs qui ont des supports perpendiculaires. Donc, on dit direction, elle est orthogonale au plan formé par les vecteurs QV et B.
les vecteurs QV et B forment un plan où F sera perpendiculaire à ce plan. Nous allons bien comprendre ça au niveau de la représentation qui est devant. Après, nous avons aussi le sens. Le sens, c'est quoi? On dit est tel que le trièdre. Ça veut dire l'ensemble de 3 vecteurs qui ont un sens unique. L'ensemble de 3 vecteurs qui ont un support perpendiculaire. QV, B et F sont 3 vecteurs. Et chaque vecteur, les 3 vecteurs sont perpendiculaires. Ça correspond en fait à I, J et K. Les 3 ont un support perpendiculaire. Donc, on peut dire par exemple I correspond à QV, J correspond à B et K correspond à F. Les 3 ont un support perpendiculaire. Ça forme ici un trièdre. Et ce trièdre-là est direct. Ça veut dire, même si on met les 3 vecteurs en rotation, les sens vont rester connus. Si F est en bas et que l'autre est à gauche, il va toujours rester à gauche. Si on inverse et que F est en haut et que l'autre est à droite, ça va toujours rester en droite. C'est comme en fait, on prend 3 vecteurs qui ont un support perpendiculaire, on les soude de telle sorte que ça ne se casse plus. Donc, ils ont un sens direct. L'ensemble de ces 3 vecteurs forme donc le trièdre. Ensuite, maintenant, pour indiquer le sens d'un vecteur, il faut au moins connaître les 2 vecteurs. Par exemple, si je connais QV et B, je peux représenter F. Tout comme si je connais B et F, je peux représenter QV. Si je connais QV et F, je peux représenter B. Maintenant, pour représenter ça, il faut d'abord, il y a des règles d'or à appliquer. La première règle, c'est la règle des 3 doigts de la main droite. Le pouce, qui est court, pouce, pousser. Pouce veut dire pousser, pouce, pousser. Après, ça indique donc ici la force. Index égale à intensité. Or, la charge Q égale à l'intensité fois le temps. Ce qui veut dire la charge dépend de l'intensité. Donc, index égale à charge égale au produit Q fois V. Après, majeur, magnétique, magnétisme. Donc, le majeur indique le champ magnétique. C'est simple. Le pouce indique la force. L'index indique QV et le majeur indique B. Mais il faut placer ton pouce, ton index et ton majeur de telle sorte que les 3 aient un support perpendiculaire. N'oubliez pas de le faire. Il faut que les 3 aient un support perpendiculaire pour pouvoir représenter. Mais si ça semble être compliqué, je vous recommande la règle de la main droite. La règle de la main droite, c'est simple. Vous prenez votre main droite, mais il faut placer le pouce perpendiculairement aux 4 autres doigts. Ok? Maintenant, regardez très bien. Là-bas maintenant, le pouce, la paume d'abord, la paume de la main va indiquer B. Maintenant, si la paume est tournée contre le tableau, vous mettez B, vous mettez un cercle, vous mettez croix. Nous allons voir ça, ça veut dire quoi devant. Mais on va anticiper, c'est un champ entrant. Mais si vous tournez ici, par exemple, en bas, la paume contre toi-même, B va venir vers toi, on dit le champ est sortant. Le pouce reste toujours perpendiculaire aux 4 doigts. Le pouce indique F et les 4 doigts indiquent QV. C'est pourquoi on dit la paume indique B, le pouce poussé F, les doigts indiquent QV. Attention, la main ne doit pas se modifier. Quand vous placez le pouce perpendiculairement aux 4 doigts, ne modifiez pas. Vous pouvez maintenant manier vos mains de telle sorte que les 4 doigts indiquent QV, la paume indique B. Si la paume est contre la feuille ou le tableau, le champ est entrant. Si la paume est contre vous, le champ est sortant. C'est très important. Et le pouce tendu indique la force magnétique. On peut changer. Alors, on va voir donc l'intensité de la force de Lorentz. On avait vu là-bas dans l'expression que la force de Lorentz ici est un produit vectoriel. Ok? Donc, j'ai profité de ça pour parler des 2 produits que nous connaissons, le produit scalaire et le produit vectoriel. Le produit scalaire de 2 vecteurs égale, par exemple, le vecteur U et V égale la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle formé entre les 2 vecteurs. Alors que le produit vectoriel, c'est la norme de U fois la norme de V fois le sinus de l'angle formé entre les 2. Alors, si F égale au produit vectoriel de QV et B, ça veut dire que QVB, il y aura donc le sinus qui sera formé entre les 2. Donc, égal à norme de QV fois norme de B fois le sinus de l'angle formé entre QV et B. Mais attention,
à ce niveau-là, il y a des particules qui sont chargées positivement et négativement. Cela nous pousse donc à prendre la charge en valeur absolue. Donc, égale la valeur absolue de Q fois V fois B fois sinus de l'angle formé entre QV et B. C'est ce que c'est représenté par alpha. Comme maintenant, si on veut annoter, on dira F égale à la force de Lorentz en newton, V c'est la vitesse en mètres par seconde, Q c'est la charge en coulomb et B c'est le champ magnétique exprimé en Nikola Tesla. Et donc alpha c'est l'angle formé entre QV et B. Il y a les cas particuliers, comme on avait vu dans l'interprétation, on avait dit si la vitesse est parallèle au vecteur champ magnétique, c'est que l'angle formé entre les deux est égal à 0. Si on remplace 0, sinus de 0 égale à 0, la force de Lorentz sera 0. Vous voyez? Et aucune force ne s'exerce sur la particule et le mouvement devient rectiligne uniforme. On dit dans ce cas, la particule est isolée. Ensuite, le cas que nous allons beaucoup utiliser dans nos exercices, que j'ai mis entre parenthèses cas général, c'est quand on vous dit la vitesse est orthogonale au vecteur champ magnétique. On vous dira toujours dans la quasi-totalité des exercices. Pas dans tous les exos, mais dans 99% des exos, on dira la particule pénètre dans un champ magnétique avec un vecteur vitesse orthogonal au vecteur champ magnétique. Dans ce cas, alpha est connu, la force devient maximale et cette valeur est donnée par Q, V et B. On peut donner les unités. Maintenant, comment on représente la force de Lorentz? C'est une partie extrêmement importante. Pour représenter la force de Lorentz, il faut connaître trois vecteurs. Le premier vecteur, c'est F. Deuxième vecteur, c'est QV. Troisième vecteur, c'est B. Comment on représente B? Il n'y a que deux façons. Pour un cas général, dans la plupart des exercices, soit le champ magnétique est entrant, vous placez votre main droite sur la feuille. Si votre paume est contre la feuille ou bien contre le tableau, le champ est entrant ici. Vous mettez B, vous mettez un cercle, vous mettez croix. Mais si la paume est tournée vers vous, le champ est sortant. C'est comme ça on représente B d'abord. Champ entrant, champ sortant. Comprenez ça? Après, on va représenter QV. Pour représenter QV, c'est simple. Il faut d'abord comprendre au moins où est V. Si tu connais là où il y a V, c'est fini. Tu peux représenter QV. Parce que QV et V sont situés sur la même droite. On dit sont collinières. Mais il y a un problème. Il faut connaître le signe de la charge. La vitesse sera toujours à droite. Ok? Maintenant, pour QV, il faut connaître le signe de la charge. Ça veut dire la nature de la particule. Par exemple, si la particule est chargée positivement, ça veut dire que Q est supérieur à 0. Ou bien, la vitesse reste ici. Maintenant, Q fois la vitesse. La vitesse, elle est là, elle est positive. La charge, elle est positive. Le produit sera positif. Ça veut dire que QV et V seront non seulement sur la même droite, mais auront le même sens. C'est ce qui se trouve ici. Cependant, lorsque Q est inférieur à 0, QV et V seront sur la même droite, mais de sens opposé. Donc, c'est ce que je vous dis. Il faut seulement connaître comment est représentée la vitesse. Tu pourras représenter QV, soit dans le même sens, si la charge est positive, soit en sens opposé, si la charge est négative. Si vous avez compris ça, et que le champ est entrant et sortant, alors on va combiner les trois pour faire la représentation. Regardez ici, dans le premier cas, la charge est comment? Elle est positive. L'exercice va vous dire par exemple un proton. Le proton est chargé positivement. L'hélium, la particule alpha, elle est chargée positivement. Le carbone ionisé 4 fois, il est chargé positivement. Vous voyez? L'exercice nous dit que le champ est entrant. On met B. La vitesse est dirigée à droite. On dit de représenter F. C'est simple. Premièrement, il faut mettre B. Après, B est représenté. Tu mets V0 est représenté. Mais comme la charge est chargée, comme la charge est positive, alors QV et V ont même sens. Donc, on met QV dans le même sens que V0. Maintenant, moi, je connais QV. Qu'est-ce que je vais faire? J'applique la règle de la main droite. On avait dit la main droite, les 4 doigts indiquent QV. Et B est comment ici? B est entrant. Tu prends d'abord la paume de ta main. Tu colles contre la feuille ou bien contre le tableau. La paume de la main contre le tableau. Après, quand tu mets la paume de la main contre le tableau, tu tends ton pouce de façon que ça soit perpendiculaire aux 4 doigts. Maintenant, les 4 doigts là, tu tournes dans le sens de QV0. Mais la paume reste contre le tableau.
Si tu tournes les 4 doigts contre QV0 avec la paume contre le tableau, tu vas voir ton pouce va être dirigé vers le haut. Donc tu vas dire F est dirigé vers le haut. Dans ce cas, la trajectoire sera déviée vers le haut. Dans l'exercice, on va vous dire les particules vont dévier en haut. Ici, là, par exemple, là, le champ est comment? C'est point. Donc le champ est sortant. La particule aussi est chargée positivement, on met V0. Tu dis, ok, comme la particule est chargée positivement, je mets QV0 dans le même sens que V0. 1, 2, le champ est sortant. Donc, je mets encore ma main contre le tableau. Mais si je mets ma paume contre le tableau, le champ est entrant. Maintenant, je tourne ma main contre moi, ma paume contre moi. Ça veut dire que le champ est sortant. Lorsque je tourne ma paume contre moi, mes 4 doigts là, j'oriente dans le sens de QV0. Ça veut dire de façon horizontale. Je vais voir mon pouce va descendre en bas. Et si mon pouce descend en bas, ça veut dire que c'est F qui est là-bas. Donc, c'est dévié en bas. De même ici, Q est inférieur à 0. Mais à V0 ici, il y a B qui est entrant. Facile. Comme B est entrant, je mets d'abord ma paume contre le tableau. OK? Mais comme la particule est chargée négativement, QV et V sont de sens opposé. Maintenant, comme V0 est à droite, ça veut dire que QV est à gauche. Donc, je mets 1, ma paume contre le tableau. 2, je tourne mes 4 doigts de l'autre côté dans le sens opposé à V0. Je vais voir mon pouce sera dirigé vers le bas. Donc, la force sera dirigée vers le bas. On dit la particule a dévié vers le bas. De même, si le champ est sortant, je mets encore ma main, mais je tourne ma paume contre moi. Toujours mon pouce perpendiculaire aux 4 doigts. Je tourne ma main de telle sorte que les 4 doigts soient horizontales et dirigés de l'autre côté, vers le sens de QV0, opposé à V0, parce que Q est inférieur à 0. Si je fais ça et que ma paume est vers moi, automatiquement mon pouce sera orienté vers le haut. Donc F est orienté vers le haut. Ici aussi, c'est un cas un peu particulier. Maintenant, on a inversé. Ici, B est dirigé à droite. On dit la charge est positive, mais on me dit la vitesse, elle est entrante. Maintenant, il faut pas te paniquer. Tu prends ta main toujours. B est comment? B est dirigé à droite. Donc, je place ma main de telle sorte que ma paume soit dirigée à droite. Donc, je pointe mes 4 doigts. Je pointe mes 4 doigts contre le tableau parce que V est entrant. Et comme la charge est positive, V et QV ont le même sens. Donc, je pointe mes 4 doigts contre le tableau. Comme si je voulais enfoncer mes 4 doigts dans le tableau. En faisant ça, je tourne ma paume à droite. Si je tourne ma paume à droite, mon pouce va être en bas. Ça sera F. Vous voyez? Ici, la particule est chargée négativement. Mais V est entrant. Mais on a dit que V et QV sont de sens opposé lorsque la charge est, comment? Est négative. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Comme QV est sortant maintenant et que V est entrant, je tourne mes 4 doigts contre moi-même. Quand je tourne mes 4 doigts contre moi, j'ai fini de le faire ça. Mais B est dirigé à gauche. Donc, en mettant mes 4 doigts vers moi, je tourne ma paume vers la gauche. Si je tourne ma paume vers la gauche, automatiquement mon pouce sera en bas. De même, vous pouvez faire la même chose. La charge négative ici, je vais laisser ça. Vous-même, vous allez vous appliquer pour voir si vous allez savoir représenter avec vos mains. Ça, c'est la première partie de notre science. C'est terminé. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir le mouvement maintenant d'une particule chargée. Nous allons parler de la déflexion. Nous allons parler de quelques applications, ainsi de suite.